grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Haloud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 23 janvier 2015. Bienvenue à cette émission, une émission consacrée aux confrères de la presse. Aujourd'hui, comme vous le savez, ce n'est pas les députés, mais plutôt les confrères de la presse qui viennent débattre sur les sujets de la semaine. Et nous avons 3 sujets aujourd'hui à vous proposer. D'abord, les tensions au nord. Ensuite, à Davos, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est à Davos. Ce sera la 3e partie, mais la 2e partie sera consacrée au 20 janvier. Nous sommes avec Mame Diarra Diop du journal dumali.com. Ensuite, Ami Bessissé de la radio Séné FM, RFM, et Makan Konaté de la radio Maliba FM. Je suis Famoussa Sidibé et Nouhoum Diré est à la technique. Studio Tamani. Alors, la première partie donc est consacrée à cette situation dans le Nord. Les groupes rebelles, comme vous le savez, s'affrontent depuis un bon moment. Tout a commencé à Bamba, ensuite Ber, suivi des attaques de Nampala et de Tenankou. Aujourd'hui, juste à quelques kilomètres donc de Bamako, aujourd'hui c'est à Tabankort que tout se joue. La MINUSMA a même dû sévir par la force aujourd'hui. Que représentent ces violences sur le terrain, Mame Diarra Diop, à quelques jours seulement de l'ouverture des pourparlers à Alger? Bon, je crois que ces violences, elles sont en train d'aller crescendo au moment où toutes les parties s'activent à reprendre le dialogue, parce que ce qui est en jeu, c'est un accord, trouver un accord de paix pour justement calmer les choses dans cette région sensible du nord du Mali. Mais c'est vraiment dommage. On sent qu'à chaque fois qu'il y a un processus qui va reprendre, les violences se multiplient. Bon, à Tabankort, la MINUSMA, qui avait pour habitude d'observer et d'être attaquée depuis un peu plus d'1 an, qui subit des attaques, des attentats, s'est vu contraint, pour reprendre leurs mots, selon le communiqué qu'ils ont publié, ils se sont vus contraints de riposter. Donc là, ça a donné lieu à une autre contestation, à toutes les manifestations qu'il y a. C'est comme si un peu on cherchait à instrumentaliser ça. Donc on est vraiment entre le marteau et l'enclume. Alors, Makan Konaté de la radio Maliba FM, quel est votre avis sur ces tensions dans le nord du Mali? Merci. Je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que depuis un certain temps, on a constaté que les autorités maliennes étaient toujours animées de bonne foi. Et les pourparlers ont commencé en Algérie. Et comme Mame l'a dit, chaque fois qu'il y a des pourparlers, on constate effectivement des attaques, des kamikazes, des assassinats. Donc finalement, je crois que la MINUSMA a compris qu'il a lieu vraiment de prendre le taureau par les cornes et de répondre coup pour coup. Pour moi, c'est une bonne chose. Et ça ne pourra qu'avoir un effet positif sur les négociations qui vont commencer bientôt en Algérie. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques autour de cette riposte de la MINUSMA. Nous allons y en venir au cours de cette première partie. Alors, Ami Bessissé, quel est votre avis sur ces tensions dans le Nord? Merci beaucoup. Je crois que c'est, comme ils l'ont dit, c'est pratiquement la même chose à chaque fois. Parce que moi, je vois le Mali comme étant un gâteau où chaque fois qu'il y a lieu de discuter, chacun essaye de se faire un territoire pour que au moment du rendez-vous, on puisse vraiment faire avec lui. Donc ce n'est pas étonnant. Ce qui est beaucoup plus étonnant chez moi, c'est cette riposte de la MINUSMA qui, depuis qu'elle est là, n'a jamais osé lever le doigt. On a vu comment est-ce que nos autorités ont été attaquées à Kidal dans une véritable barbarie. Ils n'ont jamais osé ouvrir le feu. Mais aujourd'hui que peut-être, ils l'ont dit à un moment, ils disent que leur mandat ne le mentionnait pas, c'est ce qu'ils avaient dit. Mais aujourd'hui, à ce que je sache, ce mandat n'a pas été modifié. Et subitement que la MINUSMA agisse de la sorte, on doit se poser des questions. C'est une bonne nouvelle pour le Mali, bien sûr, mais je crois que ça ne va pas faciliter la reprise des négociations à partir du moment où les groupes rebelles ont décidé de tourner le dos. Alors, puisque nous y sommes, cette riposte de la MINUSMA, une première, Mame Diarra Diop, depuis que ça a commencé, on cherchait à rehausser le niveau d'intervention de la MINUSMA. Aujourd'hui, la MINUSMA se permet de réagir. Pensez-vous que cela aura des conséquences?
En tout cas, c'est une première parce que jusqu'ici, chaque fois que la MINUSMA a été attaquée, ou en tout cas quand il y avait des troubles dans le Nord, les gens disaient mais pourquoi la MINUSMA n'intervient pas au lieu d'être véritablement en fait une force d'interposition et de tirer en cas d'attaque. Si on vous agresse, vous ripostez. Donc la MINUSMA a subi de lourdes pertes toute cette année. Je pense qu'à un moment donné, si on a eu recours à ces hélicoptères, c'est que la situation était telle qu'il fallait vraiment intervenir. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est comment ça va être instrumentalisé, pris par les groupes en face. Vous voyez, il y a des manifestations, les gens disent que voilà, ils ont tiré. Donc, ça va donner lieu à beaucoup de divergences sur le terrain. Mais ce que je note de positif quand même, c'est qu'à Gao, il y a eu une manifestation de soutien aujourd'hui. Donc, peut-être que, voilà, au Gatia, mais aussi à la MINUSMA. Et j'espère que ça va un peu équilibrer le rapport de force, parce que dans ces négociations-là, c'est une question de rapport de force. Alors, on le sait, la MINUSMA est en passe d'avoir un nouveau chef, si ce n'est déjà fait. Mais avant que ce dernier n'arrive à Bamako, cette situation s'est déroulée au moment même où il s'apprêtait à prendre fonction. Pensez-vous qu'il y a eu indiscipline, si on peut dire ça comme ça, Makan? Il n'y a pas eu indiscipline. Je dirais même que c'est une bonne chose. Et je voudrais rebondir un tout petit peu sur le thème passé. Il faut signaler que les positions rebelles ont été bombardées effectivement par les forces de la MINUSMA, mais ça a été fait par 4 hélicos Apache et par des Hollandais. À un moment donné où on pensait que l'Azawad allait créer son ambassade en Hollande, etc. Donc c'est une façon pour la Hollande. Oui, mais à partir du moment où ces hélicoptères-là servent sous la bannière onusienne, peut-on parler de coloration dans ce cas? Bon, on ne peut pas toujours parler de coloration, mais en tout cas, l'action a été commise par la MINUSMA, mais par des Hollandais. Voilà, donc c'est très important. Le Qatar aussi s'est démarqué. L'ambassadeur du Qatar, depuis la France, a fait une déclaration pour dire que le Qatar ne va plus soutenir les pays terroristes, donc, ou bien les terroristes. Ça, je pense que c'est encore une bonne chose et c'est une avancée notable dans les négociations. Et ça ne pourra que mettre, en tout cas, les négociateurs du côté malien quand même dans de très bonnes conditions pour discuter avec les rebelles. Alors on se demandait comment est-ce que le cessez-le-feu et un accord potentiel pouvaient se mettre en place et être respectés par les parties. Est-ce que, Amimbe Cissé, cette intervention de la MINUSMA fait peur aux partis aujourd'hui? D'accord, merci. Est-ce que c'est un déclic? D'accord, justement, avant de répondre à votre question, je réagis à ce qu'ont dit mes deux confrères. D'abord à ce que Mam a dit tout de suite, elle parlait de ces manifestations qui ont eu lieu à Gao pour soutenir les Gadja. Et à Kidal aussi. Justement, moi je pense qu'on ne doit pas soutenir ces milices parce que c'est à l'armée malienne qu'on doit vraiment confier la défense du territoire. Si les Gadja parvient à avoir une certaine mémise et une certaine autorité auprès de ces populations, ça risque encore de poser problème. Donc je crois qu'on doit beaucoup faire attention. Par rapport au Qatar qui a fait une déclaration aussi, il faut beaucoup faire attention. On l'a dit quand Djankoundé était parti, ils avaient dit qu'ils n'ont jamais soutenu les terroristes. Et si aujourd'hui ils disent qu'ils vont arrêter de les soutenir, cela veut dire qu'ils les soutenaient. Ils l'ont soutenu. Ils l'ont soutenu. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre comme argent comptant. Par rapport maintenant à cette question de penser qu'il y aura accord ou pas, moi, au respect des accords. Disons, mais je crois que tout a été déjà violé. Les accords n'ont jamais été réellement appliqués. Et maintenant, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus difficile. Je ne dirais pas que ça ne marchera pas, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que les groupes armés vont maintenant essayer de se repositionner parce qu'aujourd'hui, ça se joue militairement. Et la MINUSMA, si elle a vraiment l'intention d'aider le Mali, je crois que les groupes rebelles ont d'autres soutiens qui ne sont pas la MINUSMA et autres. Donc c'est à ce niveau que les choses doivent être jouées. Alors Mame Diarra Diop, est-ce que militairement les groupes rebelles ont eu peur et ont peur de la MINUSMA aujourd'hui? Non, je ne pense pas qu'ils ont peur de la MINUSMA. Peut-être qu'ils ont été surpris pour une fois d'être de cette riposte parce qu'ils ont l'habitude de mener le jeu, d'attaquer, d'instrumentaliser les populations. Encore une fois, je pense qu'ils ont été surpris.
et que ça ne va pas les empêcher demain de faire d'autres attaques. Quand je parlais tout à l'heure pour le Gatia, je disais que c'était une manifestation de soutien aussi, il y avait aussi à la MINUSMA, mais tout se mêle en fait. C'est-à-dire le problème, c'est sur le terrain, les gens n'arrivent pas trop à faire la différence entre qui est qui. Et comme souvent, il y a des petits groupuscules, en fait, le Gatia, on parle plutôt d'une milice d'autodéfense. C'est pas vraiment considéré comme soutenu par le Mali, comme disent les voilà, qui est plutôt armés. Du côté malien que du côté des groupes rebelles qui sont, eux, invités à la table des négociations à Alger. Donc, il faut faire cette distinction. Ces petites milices, elles veulent aussi prendre part au jeu. Donc, elles profitent de ce genre d'événements pour se positionner, mais on sait très bien quels sont les groupes qui sont à la table des négociations. Amine Bessissé veut ajouter quelque chose. Donc, justement, c'est toujours dans la même lancée, parce qu'on sait qu'il y a déjà deux tendances de groupes armés, ceux qui sont pro-Bamako et ceux qui sont la plateforme et la coordination. Bien sûr. Maintenant, quand on essaie de voir les Imgad, ça c'est le Gatia, et les autres groupes rebelles qui sont les Ifogas, ça ce sont des gens qui ne s'entendent pas du tout avec... c'est pourquoi le problème risque de se poser à ce niveau. Et même au sein de la plateforme, on est en train de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on réintègre des groupes armés, alors que l'accord qui est déjà prédéfini, les autorités maliennes qui sont en train de vouloir le faire savent que le peuple même n'est pas d'accord. Donc même ici à Bamako, disons même ici au Mali, les gens ne sont pas unanimes, ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement veut signer, encore plus jouer avec les groupes armés. Donc ça fait des équations à résoudre. La population d'abord qui doit être d'accord et ensuite la partie adverse. Alors pensez-vous, Makan Konaté, qu'il y a cet écart-là entre la population et le pouvoir public? L'avis de la population est souverain. C'est très important. Comment voulez-vous aller signer un accord qui n'acquiert pas l'adhésion de la population? Par exemple, dans cet accord, il est question de réintégrer les rebelles au sein de l'armée. Dans cet accord, il est question de donner une partie, en tout cas des impôts et autres taxes au mouvement rebelle. Voici des questions qui, je pense, énervent et qui... Mais c'est des questions nécessaires aussi. Oui, c'est des questions nécessaires, mais qui énervent. Comment voulez-vous oublier les massacres d'Aguelok commis par le MNLA et permettre encore à ces mêmes gens de réintégrer l'armée nationale? Ça va poser un problème. Même si les autorités ne réagissent pas, mais les FAMA, les forces armées du Mali, sont obligées de réagir face à ces gens-là. Parce qu'une première fois, ils ont retourné leurs armes contre notre armée. Une deuxième fois, on va les mettre encore au sein de cette armée. Qu'est-ce qui ne nous prouve pas qu'ils vont faire encore la même chose? Ça, c'est un problème qui se pose avec acuité. Donc l'intégration sera difficile? L'intégration va être difficile. Et puis, ça, je ne cesse jamais de le dire. Ceux qui ont pris les armes, là, en réalité, il faut chercher à savoir qui ils sont. Est-ce qu'ils sont tous des Maliens? Ils restent toujours armés. Est-ce qu'ils sont toujours des Maliens? Premièrement, c'est des gens qui sont du Nord. En tout cas, pour ceux qui ont pris des armes, c'est des gens qui n'aiment pas travailler. C'est ça la réalité. Ils n'aiment pas travailler. Ils veulent avoir de l'argent facilement en prenant les armes, en faisant des menaces. Et chaque fois qu'ils terminent de bouffer cet argent-là, ils reprennent encore les armes. Donc voici autant de questions. Moi, je pense c'est des préalables d'abord qu'il faut résoudre avant de procéder à quoi que ce soit. Surtout que Ibeka lui-même a dit l'accord définitif sera signé à Bamako. Alors nous allons observer juste 2 secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée à la fête de l'armée le 20 janvier qui a été fêtée avec Fasto Mali. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors aujourd'hui, nous sommes avec les confrères de la presse pour débattre des sujets de l'actualité. Nous avons retenu 3 thèmes aujourd'hui. Et là, nous sommes avec le 20 janvier, fête de l'armée. Nous sommes avec 3 confrères, Mamdiara Diop du journal du Mali.com, Yuba Makan Konaté de la radio Maliba FM et
et Amimbe Sissé de Séné RFM. Alors, cette deuxième partie est consacrée à la fête de l'armée le 20 janvier. Alors, en 2, 3, où on a entendu plusieurs formules de révision des conditions de l'armée. On en vient aujourd'hui à perdre un peu le fil conducteur de cette dénomination. Aujourd'hui, on parle de refondation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Amimbe Sissé? Merci beaucoup. Moi, je crois que lorsqu'on veut aller très vite, on risque de brûler des étapes. Lorsqu'on veut aller très vite, on risque de brûler des étapes. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train d'arriver à nos autorités maliennes. Aujourd'hui, nous avons une armée de 8000 hommes, et souvent mal équipés, souvent même mal formés, qui n'ont aucune déontologie de la discipline. Je crois que ça va être très compliqué. Et les défis qui attendent aujourd'hui le Mali sont énormes, et tout le monde le sait. Après les 2 régimes qui sont passés, que la population indexe aujourd'hui d'avoir émasculé cette armée, excusez-moi le terme, je crois qu'il faut que les autorités trouvent la formule, parce qu'on veut réformer, c'est vrai. Il y a des idées qui sont là, il y a des partenaires qui sont en train de nous aider, mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Il faudrait bien qu'on revoie cette armée dans sa première formule, parce que ce n'est plus une armée comme elle était auparavant, où les soldats sont là souvent sans boulot, souvent même sans action, parce qu'il n'y avait pas de menace, il n'y avait pas d'attaque. Aujourd'hui qu'on est confronté, ça va être très difficile qu'on puisse renverser facilement la tendance. Alors, Mame Diarra Diop, permettez que je revienne un tout petit peu sur ce groupe d'autodéfense Gatia. Gatia remplace pratiquement l'armée malienne aujourd'hui. Ben, si c'est vu comme ça par les populations, ou parce que c'est vrai que souvent quand il y a des attaques, on ne voit pas l'armée malienne. Je crois qu'il y a eu une attaque à Nampala où on a dit que l'armée s'était retirée pour mieux riposter. Effectivement, si l'armée n'arrive pas à assurer la défense des populations et que des milices d'autodéfense prennent le relais, oui, on peut penser que le Gatia va finir par remplacer l'armée malienne, ce qui n'est pas souhaitable. Alors, cette position des milices aujourd'hui, Makan Konaté, pensez-vous que l'armée finira par disparaître, même si cela est impossible, en lieu et place de ces milices? Non, l'armée. Est-ce que le risque est là? L'armée ne va pas disparaître. Et je dois dire d'ailleurs que l'armée, les femmes interviennent, sont soutenues, sinon appuyées par Gatia. Donc, c'est pas une est-ce que dans une république, ce n'est pas une question de fuite. Dans une république, est-ce que cela est normal? Mais comment voulez-vous qu'on ait une armée qui n'a pas d'équipement? Au nord, d'abord, ce qui est important, c'est la logistique, le matériel de renseignement. Il faut des armes. Et il faut également les armes, ces avions-là qui survolent le territoire. Ibeka l'a dit. Le Mali a aujourd'hui besoin d'avions. On a besoin d'avions de combat. Parce que tu peux passer une semaine à chercher quelqu'un alors qu'il est caché derrière une dune, tu ne vois pas la personne. Donc le Mali a besoin de ça aujourd'hui. C'est pour revenir encore à cette question du 20 janvier. L'armée aujourd'hui a besoin d'être équipée. L'armée a besoin d'être formée, et sérieusement formée. L'armée a besoin d'être motivée. Nos forces armées ne sont pas motivées. Il y en a qui tirent les diables par la queue au nord, souvent, qui ont d'énormes difficultés. Donc tout cela doit être pris en compte et essayer de voir comment mettre cette armée-là, même si c'est de façon progressive, mais dans de meilleures conditions pour faire face à ses obligations. Et si l'armée n'est pas en mesure de faire face à ses obligations et qu'il y ait un groupe d'autodéfense qui se crée et qui veulent bien appuyer cette armée-là, eh bien pourquoi pas. Alors, 3 ministres de la Défense en moins de 2 ans, Amimbe Sissé, pensez-vous qu'une réforme puisse tenir avec ces remaniements? Je voulais juste répondre à ce qu'a dit mon confrère Konaté. Ibeka voulait un avion pour l'armée. Moi, je crois que c'est Ibeka aujourd'hui qui est aux affaires. Une armée dans laquelle il y a cette corruption. Parce qu'aujourd'hui, on apprend qu'il y a des soldats qui sont morts, qui ne sont même pas déclarés. Il y a même des soldats qui sont déserteurs. Mais certains commandants continuent à percevoir leur salaire. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est au niveau de la chaîne de commandement. Mais lorsque, au niveau même politique, une armée qui est en crise, un pays qui est attaqué et menacé, qui est complètement pulvérisé, lorsqu'on vous demande de chercher des équipements à cette armée et que certains responsables les plus hauts se permettent de détourner les fonds, je crois que c'est inquiétant, c'est très grave. J'ai même récemment écouté un militaire qui disait tout simplement que ce qu'ils ont eu comme dotation cette année, qu'ils ne l'ont jamais eu, justement,
des tenues. Moi, je pense que ce n'est pas la tenue qui fait la guerre. Vous ne devez pas vous réjouir d'avoir eu il des faut se vêtir pour faire la guerre aussi. Il faut se vêtir pour faire la guerre. Mais le problème est qu'aujourd'hui, l'armée a besoin d'équipement militaire. Et je ne pense pas que la tenue soit aussi importante qu'une arme ou bien un casque, disons tout simplement un gilet pare-balles. Alors, pour en venir à ma question, 3 ministres de la Défense en moins de 2 ans, pensez-vous qu'on puisse mettre une réforme en marche avec ces remaniements? Moi, je pense que c'est le président qui a pris l'engagement. Si le président Ibeka avait vraiment une vision très claire pour cette armée, ce ne serait pas une question de ministre ou bien de premier ministre, je pense. Et l'armée sait déjà le problème qui est là. Le diagnostic est fait. Il faut tout simplement aller à l'acte. Sinon, moi, je pense qu'au lieu de changer l'homme, tout de suite, le dernier ministre de Défense qu'on a enlevé, on sait pourquoi il a été enlevé, parce qu'il ne voulait pas tout simplement qu'on réintègre ces groupes armés. Donc là, je pense que c'est un problème. Quand on voit le régime Amadou Toumani Touré, il n'y a rien qu'il n'a pas fait à ses hommes. Il a fait toutes les formules que ce nouveau gouvernement et ce nouveau régime a l'intention de rééditer. Je pense que ce ne sera pas la solution à ce problème. Trouver une autre formule, je ne sais pas laquelle, mais quand même celle-là n'est pas la bonne. Alors, Théma Hubert Koulibaly, qui est à la Défense, qui vient pour un héritage, on pourrait dire, de Soumaïlou Boubèye Maïga, pensez-vous que Mame Diarra Diop, l'héritier, est venu prendre l'héritage et qu'on regrette l'époque Boubèye? Est-ce qu'on regrette l'époque Boubèye? Bon, en tout cas, en son temps, on disait que Soumaïlou Boubèye Maïga était un bon ministre de la Défense du fait qu'il connaissait quand même l'armée, il connaissait les dossiers, tout ce qui est renseignement, au vu de son expérience. Bon, pour Tchéman Hubert, je ne sais pas. Moi, je pense que remanier systématiquement comme ça n'aide pas. Mais bon, si les projets, la loi de programmation militaire, les réformes sont en cours, il faut un suivi, évidemment. Aujourd'hui, est-ce que Tchéman est aimé des militaires? Est-ce qu'il saura imposer son autorité? Est-ce qu'il va faire partir cette armée? Et le défi est double. Il y a non seulement l'équipement militaire, mais aussi la refondation, même le moral même de l'armée malienne après tous les traumatismes qui ont été subis, les Aguelok, tout ce que... C'est vrai que c'est tout ça qu'il faut reconstruire. Il faut revoir la chaîne de commandement, il faut revoir les modes de recrutement. Le chantier est immense. Je ne sais pas si M. Hubert Koulibaly ira jusqu'au bout, mais en tout cas, je sais que la personne qui est en charge de ce département a vraiment un gros chantier devant elle. Mais le premier chef de l'armée, c'est quand même le président de la République. Et je pense que ce président-là aussi doit gagner la confiance de cette armée-là pour la mener là où elle doit être. Mais il faut quand même aussi saluer, parce que les troupes maliennes sont sur le terrain au nord. C'est vrai, elles ne sont pas toujours équipées, parfois elles reculent, mais il faut quand même saluer la bravoure de certains soldats qui sont là, des commandants comme Gamou ou bien DJ Dabo, qui n'hésitent pas à aller au front. Donc ça, quand même, c'est des hommes qui sont là. On aurait souhaité qu'il y en ait plus, mais encore une fois, c'est tout le mode de recrutement qu'il faut revoir. Et quand on parle des généraux, il ne faut plus qu'on ait les généraux de salon comme sous l'époque ATT. Il faut des généraux qui soient sur le terrain. Donc l'armée, c'est aussi ça. Quand vous voyez que les Français paradent avec toute une armée sur les Champs-Élysées le 14 février, nous, le Mali, le 20 janvier, devient... On se terre chez nous. Voilà, le 20 janvier, en fait, puisqu'on parle de ce thème, devient une fête où finalement on fait des commémorations, mais le Malien ne sent pas aujourd'hui qu'il y a une armée. Les gens ont peur, d'où le problème d'insécurité au nord. Alors, comment mettre ces réformes-là en place alors, Maran Konaté? Avant de parler de la mise en œuvre de ces réformes, je voudrais rebondir un tout petit peu sur ce qu'a dit. Voilà. Et par rapport à l'armée, moi je pense franchement que la place de Tchéman Koulibaly n'est pas au ministère de la Défense. Ah bon? Très franchement, je pense que c'est pas sa place. C'est vrai que j'ai oublié de vous poser la question. Voilà. On aurait pu lui trouver une autre fonction, un autre fauteuil ministériel, mais ce n'est pas la Défense. Je ne pense pas qu'il puisse aller jusqu'au bout. Alors, tout le monde sait que Tchéman est un proche de Boubèye. Pensez-vous que c'est l'époque Boubèye que le président de la République regrette? C'est-à-dire un État ne se gère pas à travers des relations. S'il y a des relations entre Tchéman et Boubèye, bon, encore faudrait-il mettre ces relations-là au service du peuple. Donc Boubèye n'est plus ministre de la Défense, c'est Tchéman qui est ministre de la Défense. Et moi, je pense très sincèrement que sa place n'est pas là-bas. Et je pense aussi que le président Ibeka est allé un peu trop tôt en besogne, en voulant remanier rapidement le gouvernement, alors que la personne en charge des négociations, que lui-même il a nommé en Algérie,
Et c'est lui qui va chercher un vieux de 73 ans qui vient comme Premier ministre. Donc franchement, qui fait quand même l'unanimité au sein des groupes armés. Je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas dans l'armée, je ne peux pas le savoir. Mais je pense également que Modibo Keïta n'est pas aussi à sa place. Voilà. Et Ibeka aurait dû attendre la signature. Qui pouvait occuper cette place selon vous? J'aime bien. Ibeka aurait dû attendre la signature des négociations, des accords. Et si c'était une condition finalement des négociations? Eh bien, si c'était une condition, on allait qu'à nous dire, ou bien on nous cache des choses. Mais je pense que c'est à la fin des négociations que Ibeka aurait dû procéder à un remaniement ministériel. Bon, ce vieux-là qui est venu, c'est aujourd'hui comme Premier ministre, 73 ans, il est plus âgé qu'Ibeka de 3 ans. Bon, est-ce qu'il peut insuffler l'énergie nécessaire à ce gouvernement comme le faisait Moussa Mara? Je ne pense pas. Alors aujourd'hui, avant même aujourd'hui, après le voyage du Premier ministre à Kidal, qui a eu quelques difficultés, il fallait rétablir la confiance entre Bamako et les groupes armés. La personne la mieux indiquée, c'était certainement Modibo Keïta, qui fait aujourd'hui l'unanimité au sein des groupes armés. Cela est confirmé. C'est vous qui le dites, mais pas moi. Sur le terrain à Alger, je vous assure que c'est confirmé. Alors, qui pouvait occuper cette place selon vous? Bon, j'aurais pu peut-être un jeune, quelqu'un de plus jeune. On a vu ce que ça a donné, la jeunesse. Oui, mais comment est-ce que Moussa Mara est parti? Justement également parce qu'il y a une coalition de l'opposition de la majorité contre ce jeune-là, qui du reste était un bosseur. Et que j'apprécie beaucoup. Mais voilà. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Konaté, parce que quand on essaie de voir, il est parti, Moussa Mara, parce que lorsque on parlait de Kidal tout de suite, tout allait très bien à Kidal. En tout cas, il n'y avait pas ces tensions, mais j'ai l'impression que c'est lui qui est venu faire tomber ce travail de l'aménagement de la France et des autorités de la transition. Ça, ce n'est pas un problème. Le vieux qui est en train de se faire apprécier par les groupes armés, la plupart de nos invités et même de nos auditeurs l'ont bien dit, il doit faire attention parce que ce qu'il veut signer avec les groupes armés, s'il le fait, c'est un danger. Il doit penser et comprendre que ce qu'il y a dans cet accord n'est pas bon pour le Mali. Donc, c'est une mise en garde que les populations sont en train de lui faire. Il doit beaucoup faire attention. Maintenant, nous, on aurait appris qu'il était venu pour seulement une année. Ce qui est sûr, Ibeka aura un autre Premier ministre, d'après ce qu'on a comme information. Donc, je crois que c'est juste peut-être pour remettre le train en marche et puis il va s'en aller. Alors, recentrons un peu cette deuxième partie sur le thème qui nous intéresse. Le 20 janvier, Mame Diarra Diop, on parle peu du président de la République, son rôle dans cette réforme de l'armée, également du Premier ministre. Quelle pourrait être l'impulsion de Modibo Keïta, le Premier ministre, par rapport à cette réforme de l'armée? Écoutez, c'est difficile à dire comme ça à chaud, parce qu'il vient juste d'être nommé. Et pour rebondir sur ce que disait Amibé, en fait... c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on nomme une personne, tout de suite on loue la personne pour ses qualités, mais on ne pourra vraiment juger l'action de la personne que sur une certaine longueur. Je crois que Modibo Keïta est vu comme un personnage d'une certaine expérience, d'une certaine sagesse, qui est là peut-être pour parvenir à un accord. Je pense qu'il y a un agenda qui est là, qui nous échappe, surtout qu'il était haut représentant du président. Du chef de l'État. Pardon, il était haut représentant, donc quelque part on le préparait. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était peut-être planifié longtemps à l'avance, peut-être à partir du moment où il y a eu la déroute de Kidal. Ce monsieur a été mis à la médiation internationale et peut-être qu'Ibeka se disait, tiens, il pourrait peut-être être Premier ministre, parce que vous l'avez dit, on a vu ce que les jeunes ont donné. On ne pourra pas reprocher à Ibeka de n'avoir pas donné sa chance aux jeunes, parce qu'il a eu 2 premiers ministres jeunes avant Modibo Keïta. Aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher de prendre ce vieux, comme disait notre ami. Mais moi, je ne vois pas le vieux. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être valable. Il peut très bien être valable de par son expérience et de toute façon, s'il arrive à concilier les positions, pourquoi pas, D'accord. Mais je pense aussi, comme disait Amibé, qu'on risque d'avoir d'autres premiers ministres derrière. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la 3e et dernière partie de cette émission consacrée au voyage du président de la République à Davos. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, nous sommes donc à la troisième partie du forum de la presse d'aujourd'hui. La technique est assurée par Salim Diouara. Alors, Mame Diarra Diop est avec nous, nos confrères de la presse, ils sont trois, Mame Diarra Diop du journal du Mali.com, Ami Bessissé de Séné RFM et Magan Konaté de la radio Maliba FM. Alors, cette troisième partie donc est consacrée au forum de Davos en Suisse. Le président de la République y participe. Le Mali est à Davos avec 5,8% de taux de croissance économique, avec la première place du classement du Doing Business au niveau de la CEDEAO. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Mame Diarra Diop? Bon, en fait, on tente aujourd'hui de rebooster un peu cette image du Mali, de l'économie malienne qui, il faut le dire, quand même stagne. Ça, ce sont des chiffres. 5,8% de taux de croissance. Classement dans le rapport Doing Business, mais à l'intérieur du pays, les opérateurs économiques vont vous dire que ça ne reflète pas la réalité. Ça ne reflète pas la réalité. Les investissements extérieurs sont en berne. L'environnement économique, les petites et moyennes entreprises s'en sortent difficilement. Donc c'est bien, Davos, c'est le rendez-vous des grands décideurs économiques. Le Mali doit y être certainement pour attirer des investisseurs, mais aujourd'hui la réalité est que l'environnement est morose au Mali. Demandez à n'importe quel opérateur économique. Alors, Ami Bessissé, votre avis sur ce forum de Davos? Ben, moi, je crois que c'est le même constat que je dresse. Si on m'avait même demandé, j'aurais même dit au président de ne même pas y aller parce que je ne vois pas trop la place du Mali. Lorsque les forts, les puissants discutent, normalement, on ne doit pas être entre eux parce qu'on risque de se faire écraser. Mais je suis sûr et certain que peut-être... Il n'est pas puissant selon vous? Qui? Vous dites les non, puissants. mais je parle du Mali. Moi, je parle de ce pays dont on ne voit absolument rien de tout ce qu'on est en train de dire. Un rapport, ce n'est pas forcément un verset du Coran. C'est des trucs qu'on peut faire comme ça à main levée. Mais la réalité est autre chose. Je crois bien que le président, il ferait bien et il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'on peut bien développer le pays à partir de ce que nous avons ici, au lieu d'essayer de s'adosser à l'extérieur, de s'adosser à d'autres pays qui sont en train de diriger les choses et ils ne les dirigeront jamais pour les autres, ils les dirigeront toujours pour leurs propres intérêts. Alors, Makan Konaté de la radio Maliba FM, votre avis sur la participation du président de la République à ce forum de Davos? Vous avez dit 5,8% de taux de croissance. Oui. Moi, très généralement, je ne me fie pas trop aux chiffres. J'aime pas trop les chiffres. Mais la réalité, en tout cas, est tout autre. Parce que pour moi, il n'y a pas de croissance. Ça ne va pas. Les populations souffrent énormément. L'argent a disparu. Il y a le chômage qui s'est fait de plus en plus croissant. Certaines petites entreprises sont même en train de fermer. Les gens se retrouvent au chômage. Donc, en réalité, il faut des efforts. Bon, je pense que son voyage en Suisse, nous l'avons vu à la télé, il y a des investisseurs, effectivement, qui sont allés demander audience, qui veulent vraiment investir chez nous ici. Et c'est une bonne chose. Chaque fois qu'il y a un investissement, ça crée de l'emploi. Mais il faut également une véritable politique d'emploi. Moi, c'est ma préoccupation fondamentale. Parce qu'un jeune entrepreneur, par exemple, qui crée une entreprise, forcément, il est obligé de recruter, même si c'est une personne, donc ça peut réduire le coût du chômage. Mais je ne perds pas espoir par rapport à son voyage et je pense que ça peut avoir des retombées positives pour le pays. Alors, Ami Bessissé, juste avant de vous donner la parole, je me dirige vers Mame Diarra Diop. Le forum, c'est aussi la sécurité de façon générale. Il y a la crise ukrainienne, mais spécifiquement celle du Mali. Comment est-ce que le président de la République doit s'y prendre par rapport à cette question de la crise pour mobiliser les partenaires autour? Bon, comme vous dites, en fait, moi, j'ai l'impression que le Mali, en tout cas, suscite déjà l'adhésion un peu de la communauté internationale. Donc, c'est pour ça qu'Ibeka se trouve dans ces grands rendez-vous. À Davos, on ne va pas seulement parler de sécurité, mais on va aussi parler d'Ebola. Je crois qu'il est accompagné du conseiller spécial, le docteur Sow. Voilà, pour tout ce qui est la réponse à Ebola, puisque c'est quelque chose qui touche aussi et qui a un impact sur l'économie, justement. Donc, toutes ces questions sont liées, sans parler de la sécurité. Le président Ibeka, de toute façon, est le premier porte-parole du Mali. C'est une tâche délicate, mais moi, j'ai constaté aussi qu'il y a pas mal de gens qui lui avaient demandé audience pour justement aider un peu le Mali. C'est aussi une question d'image. Donc, le problème, c'est que ces voyages-là, après,
on n'a pas trop le suivi, on sait pas trop comment mesurer l'impact dans notre pays. Mais je pense qu'il faut prioriser les choses et régler les choses une par une. Et l'enjeu vraiment aujourd'hui au Mali, c'est la sécurité. Sans cette sécurité, les investisseurs ne viendront pas. Donc il faut qu'on se concentre sur la crise du Nord, qu'on trouve le moyen de régler. Je crois que c'est pour ça qu'on veut parvenir rapidement à un accord de paix, même si sur le terrain, ça va continuer à chauffer. On essaie quand même de recadrer les choses parce que ça, sans accord ni rien, on ne peut pas rassurer des investisseurs, leur demander de venir dans le pays. Ok. Alors, Ami Bessissi, vous vouliez ajouter quelque chose? Justement, je disais que personne ne viendrait jeter par-dessus bord ses projets et puis ses richesses. Ça, c'est quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, on n'investira pas. Les investiront parce qu'ils se disent qu'est-ce qui se passera. Parce que le Mali n'est pas encore stable. Donc les gens, ils calculent. Ils veulent savoir d'abord quelle est la trajectoire que le pays prendra. Ensuite, il faut aussi assainir l'administration. Parce que pour que les choses puissent être bien gérées, il faudrait bien qu'on mette des personnes propres et des personnes morales. Parce que c'est vrai, tu peux avoir confiance en quelqu'un, mais qui au fond peut à tout moment te poignarder. C'est surtout à cela que le président doit s'atteler. Il doit savoir choisir les hommes qu'il met dans les affaires. Comme ça, demain ou après-demain, on saura que sa volonté qu'il a voulu défendre et mettre en œuvre est vraiment celle qui était la plus convaincue. Alors, il y a... Je voulais juste ajouter quelque Allez-y, chose. Voilà. Ce que je voudrais ajouter également, c'est à l'endroit du président par rapport à sa visite. C'est-à-dire quand le pays a traversé certaines situations, il faut éviter également de s'afficher avec certaines personnes. Bon, moi j'ai été très étonné de constater la présence de Ben Barka, qui parlait à la télé au nom de la délégation malienne. Je ne comprends pas ça. C'est sa famille. Parce qu'il est impliqué dans cette fameuse question d'avion. Donc au moment où on cherche à donner une bonne image à notre pays, on ne doit pas s'afficher avec quelqu'un dont le nom est quand même mêlé à des choses pas trop correctes. Mais est-ce que c'est déjà pas une bonne idée de le sortir du gouvernement? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de le sortir. Il est sorti. Il y a le ministre Camara qui est sorti. Il y a Philippe qui est également sorti. Donc les trois personnes étaient mêlées à cette affaire-là. Mais on ne doit pas s'afficher pour l'instant. Je pense qu'on ne devait pas le faire. Les anciens ministres. Alors, il y a l'immigration aussi qui est un sujet majeur à cette rencontre de Davos. Mame Diarra Diop, sous quel angle est-ce que les décideurs doivent traiter cette question? La question de l'immigration à Davos. Bon, mais l'immigration, c'est un vaste sujet, d'autant que ceux qu'on n'arrive pas à trouver chez soi, on veut aller le chercher à l'extérieur. Je ne sais pas si les responsables de Davos ont une solution pour ça. C'est plutôt à nous ici, dans nos pays, de trouver des solutions pour empêcher cette immigration. Donc c'est ça passe par donner de l'emploi à ces jeunes qui s'en vont. Et qui pensent que l'Eldorado est ailleurs. Et que de toute façon, Davos, ça reste une grande messe internationale. Moi, je me méfie de ces grands rendez-vous. Je dis effectivement que c'est quand on est puissant qu'on devrait y aller. Et bon, de toute façon... Donc vous rejoignez Ami Bessissi? Un petit peu, parce qu'entre Davos et ceux qui vivent l'immigration, il y a un fossé, je vous assure. Il y a un très grand fossé. Alors, parlons de sport pour terminer cette tournée. Les Aigles du Mali sont à la CAN, avant le rendez-vous fatidique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle appréciation est-ce que vous avez, Ami Bessissi, de cette première prestation des Aigles du Mali face au Cameroun 1-1? Ben, je dirais que c'était très bien. Je n'ai pas quitté le petit écran. J'étais vraiment fier de voir une équipe qui a voulu vraiment arracher cette victoire. C'est une équipe qui a joué, qui pouvait gagner. Mais qui n'a pas eu la victoire. Qui pouvait aussi perdre, mais cela veut dire qu'elle a vraiment joué et que de temps à autre, elle a souvent aussi mal défendu. Parce que, comme je l'ai dit, les Maliens regardent et souvent on demande la réaction des Maliens à l'antenne. C'est des gens qui disent, on aurait pu beaucoup faire attention au latéral gauche, comment il s'appelle, Tamboura, parce que souvent il remonte trop souvent, donc en oubliant que vraiment il a une mission à jouer. Mais je suis sûr et certain que si le Mali reproduit le même match avec la Côte d'Ivoire qui a fait un match pratiquement nul la dernière fois, on peut avoir la victoire. Il va falloir que les Maliens assurent le même rythme que la dernière fois avec la Côte d'Ivoire. L'espoir est encore permis, sauf que c'est notre bête noire, la Côte d'Ivoire. C'est des gens, il ne faut jamais les enterrer,
mais j'ai bien espoir que c'est possible si les Aigles continuent sur la même lancée. Alors, on a réalisé un débat, bien évidemment, sur cette question de la prestation des Aigles en Guinée équatoriale. La seule femme que nous avons interrogée nous disait je n'y crois pas. Mame Diarra, est-ce que c'est votre cas? Non, moi je ne dis pas ça. C'est vrai que je pense que c'est une autre Côte d'Ivoire qui va être en face du Mali demain, sans Gervinho, sans Drogba. Le Mali a toutes ses chances si on s'en tient aux jeux qu'ils ont produits contre le Cameroun. C'est vrai que c'est notre bête noire, mais et que souvent ils ont dominé les rencontres entre nos deux équipes. Mais je pense qu'on a une bonne équipe du Mali là qui est motivée et que si vraiment ils maintiennent un jeu offensif, moi je pense que le miracle peut se produire. Makam Konaté. Oui, moi, quand même, c'est la première fois que j'ai vu les Aigles jouer de cette manière-là. Un jeu vraiment engagé, un jeu vivant. La première mi-temps pratiquement était terminée à mon insu, tellement le jeu était vraiment engagé et vivant. Donc, c'est une très bonne équipe malienne que j'ai vu jouer. Maintenant, notre équipe nationale a également cette fâcheuse habitude de décevoir. De s'arrêter net. Voilà, de décevoir. Vous êtes très content de cette équipe-là aujourd'hui. Demain, vous verrez qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Donc, je parlerai plutôt de prudence, mais quand même face à une équipe ivoirienne qui est privée de son meilleur attaquant, Gervinho. Donc, c'est des joueurs qui vont revenir vraiment très, très motivés et très requinqués avec la décision de vaincre. Alors, à chaque fois que le Mali est à la CAN, c'est des calculs. Aujourd'hui, Gervinho n'est pas là, mais demain, si on rencontre Gervinho, comment ça va se passer? Oui, c'est ce que je dis. Je dis que cette équipe ivoirienne peut bel et bien faire mal parce qu'elle a été privée de son meilleur attaquant. Donc, c'est des joueurs qui vont aller... C'est un jeu collectif, un jeu engagé qui va être engagé à partir de demain contre la Côte d'Ivoire. Amin Bessissé. Prudence. Mais écoutez, moi j'ai vu la Côte d'Ivoire jouer, il ne faut pas perdre de vue qu'elle a joué à 10 contre 11 et que la Côte d'Ivoire a des attaquants qui sont souvent plus dangereux que Gervinho. C'est-à-dire c'est une équipe où les attaquants peuvent faire oublier l'un ou bien l'autre. Donc il ne faut pas trop se fier. Demain, ce serait 10 hommes en face de, disons, 11 joueurs de chaque côté. Ça va se jouer sur le terrain. Mais il faut surtout aussi noter que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui, qu'elle soit bien ou pas, souvent avec le Mali, a cette chance. Certains le disent comme ça. Il faudrait bien que ceux qui nous écoutent comprennent que nous sommes autant maliens, nous aimons notre équipe, nous voulons que le Mali gagne, mais souvent, quand on analyse, il faut dire ce qu'on pense vraiment. Et parce que c'est ça la réalité. Alors, des compétitions comme la CAN, c'est aussi l'émergence de talents comme Eto'o-Fils, Mame Diarra Diop. Est-ce que des Eto'o-Fils et des Didier Drogba, on peut les voir avec cette prestation de l'équipe ivoirienne? Oui, absolument. Étant donné que Drogba n'est plus là et que quand il était capitaine... souvent, on parlait un peu de... Il impressionnait certains joueurs, il inhibait en fait certains joueurs, sans parler parfois des rivalités dont on parlait, peut-être avec un joueur comme Yaya Touré. Donc, évidemment, il y a des gens qui vont chercher à s'illustrer, mais aussi du côté des Aigles aussi, il y a des gens qui peuvent produire un jeu remarquable. De toute façon, même s'il y a un jeu collectif, il peut y avoir des individualités très fortes sur le terrain qui vont faire la différence. D'accord. Alors c'est avec ces mots de Mame Diarra Diop que nous mettons fin à ce forum de la presse qui réfléchissait sur 3 thèmes, les tensions au nord, le 20 janvier, la visite du président de la République en Suisse, il prend part à ce forum de Davos, et également un mot sur la prestation des Aigles à la CAN. Nous étions avec 3 confrères, Mame Diarra Diop du journal dumali.com, Amin Bessissé de la radio Sénér FM, Makam Konaté de la radio Maliba FM. Je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré et Rokia Dagnogo ont réalisé cette émission. Nouhoum Diré est à la régie vidéo et voilà, Salim Douara sera à la technique, il est là-bas. Et nous mettons fin donc à cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous vous disons bon week-end et à très bientôt pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.